Ce patriotisme puissant post-révolution, ce patriotisme des élites, n'avait rien à voir avec la France, avec sa nature, avec sa sève, mais plutôt tout à voir avec les idées de la révolution elle-même. C'était un patriotisme pour mettre en avant les idées de la révolution. La France n'était in fine qu'un contenant, un magnifique, un clinquant contenant, mais un contenant utilitaire quand même. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Le livre est une arme. Alors, je ne sais pas si vous en avez eu vent, mais 3 chroniques, dont la dernière sur Groland et le trafic des blanches, sont passées sous le joug de la guillotine. Voilà. Que dire, que faire, rien mis à part continuer à combattre et à nommer le mal. Les 3 vidéos décapitées se trouvent en lien Odyssée sous cette présente chronique. Chronique 62 donc, aujourd'hui portant sur le livre de Léon de Montesquiou, Les raisons du nationalisme, avec le hasard, nous sommes le 14 juillet, aux éditions de la Délégation des siècles. Nous voilà en présence d'un prodige méconnu. Éveillé et perçant, son discours se veut empathique, toujours tourné vers le lecteur, pour l'amener à réfléchir avec lui. Dans cet ouvrage, Léon de Montesquiou démontre comment la Révolution française créa un nouveau paradigme, ouvrit une brèche dans l'histoire. Prodige, disais-je, oui, puisqu'il fut capable en 1905 de détailler notre France actuelle. Vous verrez comment un nouvel homme français est né, puis un nouvel homme occidental. Vous verrez comment tout nationalisme se veut impossible en France depuis cette brèche créée. Vous verrez surtout comment et pourquoi l'ennemi à abattre pour nos philosophes des Lumières, ce fut bel et bien la tradition. L'avant-propos rédigé par Jonathan Sturel, l'éditeur, est aussi à conseiller. Concis, bien rédigé, perspicace, il est, je dois dire, agréable, savoureux et revigorant de lier mon esprit français avec le sien par le truchement de la lecture de ce livre. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Essentiel, nous voilà. Alors vous le savez, petit avant-propos de mon propre chef, toutes les grandes idées et tous les grands concepts furent généralement créés en France, les bons comme les plus nocifs d'ailleurs. C'est donc Barrès qui, le premier, sortit de son chapeau le terme de nationalisme dans le Figaro en 1892. Et c'est en s'appuyant sur Barrès, justement, sur Bourget ou sur de Bonald, que Léon de Montesquiou nous décortique le concept du nationalisme. Alors pour lui, tout part du moi, avec un grand M, le moi de cette société actuelle, héritière de la pensée humaniste, que nous vilipendons d'ailleurs dans plusieurs de nos chroniques. Eh bien ce moi-là, il faut le retourner, il faut l'inverser. Conceptuellement, il ne devrait pas être ce moi à partir duquel on pense, on construit une société. Non, le moi devrait être le résidu, le substrat, la prolongation, la suite logique, la conséquence d'une société ancrée et puissante. Voilà le nationalisme. En tant qu'être, je suis héritier du génie immense de la France qui m'a précédé, et j'en ai conscience. Une partie de l'âme de la France fleurit en moi. Voilà le nationalisme. Par conséquent, le nationalisme ne peut s'inscrire dans quelconque parlementarisme, dans quelconque démocratie, puisque les lois d'un pays ne peuvent découler de suffrage ou de vote, mais bien de la nature, de l'ancrage, de la tradition. La tradition, c'est quoi? C'est la prise de conscience immuable du bien au sein du peuple. C'est la tradition, c'est la nature qui travaille en secret, selon une jolie formule. En France naquit l'esprit de la Révolution en conflit perpétuel depuis 1789 avec notre nature. Voilà ce dont nous souffrons, assène Montesquieu avec conviction. Et rendons-lui grâce d'ailleurs. Tous les troubles sociaux que la France connaît depuis 250 ans sont autant de signes que la nature nous envoie pour nous indiquer, pour nous remettre dans la bonne direction. Alors quelle serait-elle? Juger toute chose par rapport à l'intérêt français, voilà la bonne direction. Juger toute chose par rapport à l'intérêt français. Balayer du revers de la main cette chimère du droit découlant de la raison et faisant fi de notre nature. Notre pamphlétaire poursuit son travail de réflexion en haute altitude. 2 concepts régissent toute la pensée politique, selon Léon de Montesquiou. 2 concepts à partir desquels on pense la politique.
l'individualisme et le traditionnalisme. L'individualisme, c'est évidemment Rousseau que je ne paraphraserai pas ou que je ne paraphraserai qu'à moitié ici, parce que vous devriez connaître un petit peu la base de Rousseau. C'est l'homme naît bon. En clair, il sous-entend que l'homme naît parfait et non perfectible. Parfait. Sorte de chef-d'œuvre à sa naissance pour les tenants de l'individualisme. Pour les traditionnalistes, eux, l'homme, vous l'avez compris, se veut perfectible. C'est le passé qui livre au présent toute sa richesse accumulée. L'homme dépend du passé. À partir de là, l'auteur apporte un argument même assommoir, on va dire. L'homme ne peut devenir homme que s'il incarne le passé de sa terre, de son pays, de ses traditions. L'homme naît ébauche, il naît perfectible, puis il est sculpté par la société. L'homme ne peut donc être que le chef-d'œuvre de la civilisation. Seule une grande civilisation produit des chefs-d'œuvre. Les individualistes, eux, ceux que nous nommerions aujourd'hui la gauche ou les gauchistes ou les progressistes, cette faction-là désestime le temps avec un grand T. Ces gens-là cherchent à exclure l'homme de son incorporation historique, symbolisée par l'indécrottable Déclaration universelle des droits de l'homme. L'homme, dans la logique de la nature, doit s'inscrire dans ce que Bonald nomme la coutume immémoriale, comme des gestes instinctifs qu'il applique par mimétisme social. Mais si un homme se questionne, en sollicitant sa raison, sur ce qu'il doit admettre ou rejeter des croyances générales ancrées, de facto il devient en état de révolte. Et de facto bis, tout le monde pourra revendiquer ce même droit, celui de tout remettre toujours en cause. Voilà les individualistes. Continuons. Une solution s'impose donc pour eux. Suspendre la marche de la société. Tout c'est clair avec cette phrase. Pour les progressistes, il faut suspendre la marche, on pourrait même ajouter la marche en avant de la société. Alors je pressens l'objection parmi les plus attentifs d'entre vous. Oui, mais cher, le livre est une arme. Ne serait-ce pas une bonne chose finalement de se questionner sur la société en usant de sa raison propre? Eh bien, vous ne croyez pas que la tradition soit dénuée de toute raison? Ne pensez-vous pas ça? Bien au contraire, la tradition, c'est la raison collective qui a fait ses preuves, puisqu'elle a résisté aux épreuves du temps. Vous l'avez compris, notre salut en tant que nation, en tant que peuple français, et même en tant qu'individu, si je puis dire, ne passe obligatoirement que par notre passé, que par notre capacité à écouter nos morts qui nous parlent, nous chuchotent. Seulement la démocratie n'a qu'un but, nous déclasser, c'est-à-dire nous déraciner socialement pour nous déplanter de nos champs sociaux, mais aussi et surtout pour nous extirper de nos familles. Et oui, nous y voilà, s'attaquer à la famille. Voilà la finalité impérieuse de la démocratie. Pour le démontrer, Léon de Montesquieu débroussaille les sophismes de notre penseur national, notre intellectuel de la Révolution, Jean-Jacques Rousseau. Ainsi, pour Rousseau, l'homme n'est libre, EST cette fois, que dans une société tenue par un pouvoir centralisé auquel il se soumet. Des individus indépendants, parsemés donc, mais dépendants de ce pouvoir centralisé. Continuons. Toute société partielle, tout intermédiaire, on va dire, par conséquent, demeure un obstacle à la liberté, puisqu'il se place entre l'individu et ce pouvoir centralisé. Fort logiquement, pour les tenants de la Révolution, il fallut détruire le premier de ces obstacles, la famille. Comment? Eh bien, en sapant l'autorité du père dès 1793, en obligeant la loi de partage forcé entre les descendants, ce qui affaiblit le pouvoir et l'influence d'une famille tout entière, une famille qui serait ancestrale, qui serait très ancienne, en proposant le divorce ou l'union libre, en retirant l'éducation des enfants aux parents pour la confier à l'État. Voilà. Par la suite, il n'y a pas eu que la famille. La démolition des obstacles intermédiaires se prolongea aux villes et aux provinces, par des sortes, ce que pour appeler des crimes politiques, comme le dit Taine. L'on décapita notre géographie et notre histoire. Mais alors, me direz-vous, certes, mais la Révolution engendra un élan de patriotisme indéniable, non? Alors il faut absolument tempérer cette idée reçue. Cette idée reçue qui est chronique même, puisqu'elle encore aujourd'hui, beaucoup pensent cela.
Ce patriotisme puissant post-révolution, ce patriotisme des élites, n'avait rien à voir avec la France, avec sa nature, avec sa sève, mais plutôt tout à voir avec les idées de la révolution elle-même. C'était un patriotisme pour mettre en avant les idées de la révolution. La France n'était in fine qu'un contenant, un magnifique, un clinquant contenant, mais un contenant utilitaire quand même. Rousseau le reconnut d'ailleurs. Il disait qu'il ne serait citoyen que d'un pays qui reconnaîtrait les idées de la révolution, pas la France. Seulement un pays qui reconnaîtrait les idées de la révolution. Et voilà. La France fut le laboratoire, la victime sacrifiée sur l'autel de la raison. Une France devenue une cité de la providence, vidée de sa nature, c'est-à-dire vidée de son espace et de son temps, c'est-à-dire vidée de tout ce qui constitue une patrie en réalité, et vidée de ces Français qui, pour se tourner universellement vers l'homme avec un grand H. La France, ajouterai-je, ce sont aussi les prodromes du mondialisme actuel. Voilà pourquoi insister sur notre révolution qui, la suite l'a prouvé de toute façon, n'a pas eu vocation de n'être que française. Tout par-delà et de ses idées révolutionnaires. La mainmise le pouvoir des protestants, les idées protestantes ou francs-maçonnes n'en constituent que le résultat en réalité. Tout nationalisme se veut impossible en France puisque c'est au nom de la liberté et de l'égalité que l'on démolit le pays. C'est au nom de la liberté et de l'égalité que l'on s'assoit sur l'intérêt national. Tout nationalisme se veut impossible en France tant que nous serons soumis à la tyrannie de l'argent. Devant ces deux constatations imparables, quelle conclusion en tirer? Eh bien tout simplement que le seul pouvoir à même de rétablir l'intérêt national, c'est la monarchie, c'est-à-dire un gouvernement héréditaire d'une famille dont les intérêts seraient liés intrinsèquement aux intérêts du pays. Allez, reprenons un peu de hauteur. Si nous devions regrouper dans une catégorie ou dans un concept tous les obstacles, ou tout ce que l'on a appelé comme les intermédiaires que la révolution se doit d'abattre, cet ensemble se nommerait la tradition. Voilà l'ennemi de la révolution, la tradition. La tradition, c'est l'esclavage pour la révolution, puisqu'elle suppose une entraide, une interdépendance les uns avec les autres, ce qui entrave notre liberté. Pour preuve, regardez comment ils furent fiers d'avoir aboli le système féodal, qui était un système d'interdépendance, je le rappelle. Vous me glisserez subrepticement encore une fois une remarque du genre « Oui, mais dans une société, nous sommes bien liés les uns avec les autres. » Certes, mais voilà pourquoi les penseurs des Lumières créèrent la démocratie et sa volonté générale. Une sorte de liberté générale magnifiée à laquelle nous nous soumettons par notre liberté individuelle naturelle. Vous suivez? La démocratie, ce n'est que l'expansion de notre liberté individuelle. Enfin, pseudo, La manœuvre est absolument maligne, maléfique. Détruire la tradition au nom de la liberté. Faire table rase, et cela fait exactement 250 ans que cela fonctionne. Mais alors, comment nous vendirent-ils leur révolution? Sur quoi s'appuyèrent-ils? Sur la raison, vous le saviez, et donc forcément sur la science aussi, c'est-à-dire sur le présent ou le futur proche en tournant le dos au passé. C'est la définition même du gauchisme et du progressisme. Concrètement, cela donne que, en fait, les idées des Lumières consistèrent à remplir le cerveau de l'individu, le remplir de connaissances, mais sans sensation, sans sentiment, sans morale aucune. Ainsi l'homme se retrouve abandonné à sa raison, arrogant qui plus est, et donc soumis à ses pulsions personnelles, principalement son égoïsme. Nous en avons beaucoup parlé dans la chronique première, en fait. Seulement, et pour quelque entreprise que ce soit, pour quelque discipline que ce soit, la raison s'avère insuffisante. L'homme devrait être d'abord touché au cœur. Le cœur, c'est le moteur. Ce sont les sentiments dont vous avez besoin de vous nourrir pour agir. Et le cœur, c'est la tradition. Ce sont les mœurs et coutumes de notre coin natal, ce coin natal qui nous a extirpés de nous-mêmes, qui nous a arrachés à notre égoïsme naturel. Notre recours passe par la renaissance de notre vie locale, nos fêtes, nos cultures, nos coutumes provinciales. Cela va vous surprendre. De là seulement seront ranimés le sentiment de patrie ou l'attachement à notre France.
Nous avons besoin d'une claire décentralisation. Et qu'y a-t-il de plus traditionnel en France que notre Église et notre religion catholique, évidemment. Cette Église qui demeure formellement un obstacle à la Révolution. La liberté, pour un catholique par exemple, prend tout son sens quand un père fournit l'éducation adéquate à son enfant. C'est ça pour lui la liberté. Pour les révolutionnaires, ça c'est un crime de lèse Robespierre. C'est comme si on aliénait un enfant. Encore pire, si vous confiez son instruction à l'Église, alors là, vous êtes un doublement criminel. Et oui, pour eux, le prêtre se veut dénué de raison parce que c'est un homme de foi et non de raison. Il ne peut pas former les hommes libres pour eux. La seule foi qu'un enfant devrait apprendre, toujours selon la République, c'est la foi en lui-même. C'est cultiver son ego. Ce nouveau Français, ce citoyen républicain doit tourner le dos à son passé, tout remettre à zéro, nous l'avons dit. Pourtant, notre particularité à nous humains, ce qui fait l'homme avec un grand H, c'est justement notre capacité à revivre en nous les siècles passés. Chacun d'entre nous possède en lui un bout de tradition, c'est-à-dire une sélection de toutes les intelligences et de toutes les expériences les plus élevées, déjà vécues. Un nouveau Français a vu le jour, vous l'avez compris, esselé dorénavant dans une société anarchiste dans laquelle il doit régler sa vie sans repère qu'il est. Au sein de cette juxtaposition d'individus, ce nouveau Français peut se targuer de jouir d'une multitude de droits sur le papier. Seulement, plus vous recevez de droits et moins vous avez de devoirs. Et fatalement, les premiers à en souffrir, ce sont les plus démunis. Mais oui, ce sont eux qui profitent. Ce sont ceux qui profitent, le plus de cette nouvelle société, n'ont plus d'obligations envers les plus pauvres, les plus démunis. Donc ils n'ont plus de lien avec les moins fortunés. Au sein de cette juxtaposition d'individus, toujours, l'autorité n'a plus droit de citer. Aucune hiérarchie ne peut trouver grâce aux yeux de la Révolution. Et oui, puisque dorénavant l'homme français vit selon sa raison, ses propres décisions. Alors comment pourrait-il reconnaître les conseils d'un prêtre non élu, lui? Ou l'autorité d'un patron même, ou d'un chef militaire, ou même d'un père? Ces personnes entravent notre liberté, ils doivent en être honnis. Vous le voyez, la révolution de 1789 a renversé la table. Elle joua la douce mélodie de la démocratie pour attendrir les âmes. Les décisions doivent être prises par le plus grand nombre, qu'il disait. Or, nous glisse Léon de Montesquieu, le plus grand nombre, c'est pas celui qu'on croit. Le plus grand nombre, ce sont nos morts, pas les vivants. C'est donc avec nos morts que devraient être prises toutes nos décisions importantes en France. Comprenez ici avec notre passé, avec nos traditions. Seule la monarchie possède le pouvoir de nous rattacher à notre passé. Seule la monarchie a intérêt à la reconstitution des familles. Seule la monarchie est en mesure de décentraliser. Allons donc, finalement, au-delà du livre et avec le recul que Maître Temps nous confère, faisons apparaître les tares, les défauts, les carences de cet homme nouveau né en la Révolution française et qui a essaimé pour polluer tout le monde occidental. Avant tout, rappelons que la pensée humaniste révélée au grand jour en 1789, devenue religion en Occident, on peut dire, a désorienté l'homme. Aujourd'hui, l'homme est perdu. Il erre désespérément sans aucune ligne de conduite morale. Il s'est fait gruger, l'homme, loin de lui la capacité de dominer son monde par la raison, planant au-dessus des nuages, comme il le disait, comme le lui prêtaient les tenants de la théorie humaniste. Par conséquent, nous constatons deux tendances irréfutablement délétères chez l'homme nouveau, auxquelles nous devons faire face aujourd'hui. La première, c'est l'affaiblissement de la pensée de l'homme occidental. La seconde, c'est l'impossibilité d'une pensée nationaliste viable et fiable. Commençons par le délitement de notre pensée. D'abord, rappelons que la religion saine sert de socle à toute pensée humaine profonde. Toute idée créatrice nouvelle nécessite une part de dévotion par le savoir et même par le doute, perceptible surtout aisément chez ceux qui cherchent Dieu ou ceux qui l'ont trouvé. Mais la principale cause de cet affaissement de la pensée, de l'intelligence en Occident, c'est bel et bien ce concept de spécialisation que nous avons déjà évoqué précédemment. Concept détaillé par René Guénon en son temps, souvenez-vous.
Allons plus loin. D'où sort ce concept? Quelle est son origine? Eh bien, c'est le scientisme. Le scientisme, c'est l'application concrète de la doctrine humaniste. La science moderne opère une fragmentation de la réflexion grâce à ce soi-disant puissant esprit d'analyse grisant l'homme. Dans quel but? Eh bien, tout simplement dans le but assumé de détruire la nature, en rendant absolument inconcevable une approche, une pensée portant sur la nature considérée dans son ensemble. L'idée de spécialisation s'extirpe de tout principe supérieur. C'est voulu, hein? C'est voulu. Créant par corollaire une étroitesse d'esprit, puisque de facto, il s'avère impossible d'unifier la multiplicité, par exemple, des dites spécialisations. On ne peut pas les unir et en créer une pensée unique. La spécialisation reste enfermée sur elle-même. Dorénavant, tout travail intelligent, créateur, est rendu impossible. Nous demeurons bien loin des artisans d'autrefois. Allez, écoutez, s'il vous plaît, nos chroniques 54 qui sont beaucoup trop délaissées à mon goût pour vous en persuader. Ainsi, les travailleurs de nos jours font corps avec leurs machines dans une répétition toute mécanique, même si c'est du travail de bureau. La quantité seule compte. La qualité n'est plus de ce monde. La deuxième conséquence majeure, à l'échelle des Occidentaux, de la création de cet homme nouveau, fiotisé, on va dire, surtout intellectuellement, c'est l'impossibilité désormais implantée de développer une pensée nationaliste digne de ce nom. Oui, je sais, je brise les derniers espoirs de certains d'entre vous. Seulement, comme le susurrait déjà Léon de Montesquieu, la doctrine fasciste, pour la rendre on va prendre en exemple le plus gros symbole du nationalisme, la doctrine fasciste. Le fascisme donc prônait une opposition entre le positivisme et le libéralisme. La raison individuelle ne doit pas régner elle ne peut pas régner puisque le fascisme pense à une vie supérieure à mener dans le combat. L'action dépasse la raison pour le fasciste. Il y a donc une sorte de transcendance sans Dieu. Plus le temps avance, plus le progressisme s'impatronise, plus l'homme nouveau se montre incapable non seulement de transcendance, nous n'en sommes même plus là, on va même pas chercher ça, il faut même plus rêver à ça, mais surtout de pensée collective. L'individualisme de l'homme nouveau n'est pas qu'un matérialisme, c'est aussi et avant tout un anti-traditionnalisme qui conduit à la réduction de la civilisation, à son évanescence que nous vivons tous en ce moment en direct. L'heure est bien plus grave que vous ne l'imaginez. Nous ne sommes même plus dans cet individualisme caressant l'ego de l'homme nouveau. Tout cela fut outrepassé déjà par le concept du pragmatisme, par exemple, qui a substitué la vérité pour l'utilité. Il n'y a plus rien d'humain là-dedans. Nous sommes dans l'infra-humain, c'est-à-dire dans le renversement total de toute hiérarchie naturelle, d'où son aspect diabolique. Que jamais de France ne sorte la gloire qui s'y est arrêtée, aidez-nous avec des pouces, des commentaires, etc. Chevalier modestes moabits, quand Deu a vos faits s'acclamou, des tours et des soirs